Bonjour. Avec Hélène, nous allons vous présenter notre travail sur un des 3 sujets du tournoi de chimie que nous avons préparé ensemble. Le but de ce sujet est de trouver une méthode chimique qui nous permettrait d'éliminer ou de masquer le goût salé d'un plat, mais on a une forte contrainte qui est que le plat doit rester comestible. Pour notre problème, on a décidé de considérer une soupe trop salée. Mais avant tout, il convient de comprendre d'où vient le goût salé. Pour le sel de table NaCl, on sait qu'il existe des canaux sodium qui sont les canaux des cellules épithéliales, les canaux ENaC, qui sont impliqués dans la perception du goût salé. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres ions comme les ions chlorure qui permettent de ressentir ce goût salé. Donc, dans un premier temps, on a essayé d'imaginer le type de solution qu'on allait pouvoir élaborer. Le premier nous vient de nos grands-mères qui avaient pour habitude d'utiliser la patate dans leur soupe ou leur plat trop salé. En effet, l'amidon capture les ions sel-. Nous avons donc pensé à un système similaire pour commencer. On peut aussi envisager de créer ce qu'on appelle des cages à ions, qui sont des grosses structures macromoléculaires qui permettent d'enfermer les ions grâce à des interactions chimiques plus ou moins fortes. Enfin, une stratégie possible était d'agir directement sur les récepteurs à l'aide d'antagonistes, par exemple l'amyloride pour les récepteurs ENaC dont Hélène nous a parlé. Cependant, ces solutions ne nous convenaient pas réellement. En effet, on voulait plutôt un produit ajouté directement dans la préparation, pas comme la pomme de terre qui a besoin de cuire avec le plat. Et surtout, on avait besoin de quelque chose de comestible, ce qui n'est pas le cas des cages à ions. Et si jamais on utilise un antagoniste au canaux sodium, il risquait d'être antagoniste pour d'autres canaux sodium dans le corps. Mais un nouvel espoir a été trouvé de manière un peu cocasse. On a remarqué que pour faire un tequila paf, on utilise du sel. Le tech paf contient également du tonic, qui est amer. Pourtant, c'est une boisson qui n'est ni trop salée ni particulièrement amère. L'amertume du tonic vient de la quinine, une molécule extraite de l'écorce d'un arbre, le quinquina. On a supposé que la quinine réagissait avec le sel et qu'il en résultait une diminution du goût salé et amer aussi. On a vérifié grossièrement cette hypothèse avec du Schweppes. C'était pas très bon, mais on sentait qu'il y avait une différence dans le goût salé. On a donc décidé de poursuivre sur la voie de la quinine. De plus, la quinine est fluorescente, ce qui est potentiellement avantageux pour estimer la concentration d'une solution par spectrofluorimétrie. Ce qui se passe, c'est que la quinine forme des complexes par interaction faible avec les ions chlorure. On remarque que ces sels diminuent l'intensité de la fluorescence de la quinine. C'est ce qu'on appelle le quenching. Le quenching est décrit par l'équation de Stern-Volmer qui relie l'intensité de fluorescence, qui est quelque chose de très facilement mesurable grâce à un spectrofluorimètre en émission, à la concentration en ion chlorure qu'on appelle ion quencher. Donc finalement, la diminution de fluorescence permet de quantifier la quantité de sel engagé dans le quenching et donc inaccessible aux récepteurs ioniques des papilles gustatives. Afin de pouvoir goûter notre solution de quinine, on a acheté de l'écorce de quinquina qu'on a broyée. Avec nos petits bras musclés, C'est vrai, et qu'on a infusé. On a également acheté de la quinine analytique dont la concentration est connue pour effectuer nos dosages. Voyez la fluorescence à environ 450 nanomètres de la quinine lorsqu'on l'illumine à 350. Et à partir d'une gamme étalon, on voit que plus la concentration qui augmente, plus la fluorescence aussi. grâce au spectre des solutions de la gamme étalon, on peut aisément établir la courbe de fluorescence à 450 nanomètres en fonction de la concentration en quinine de nos solutions. On observe ce que l'on attendait, c'est-à-dire qu'à faible concentration, on a une croissance linéaire de la fluorescence avec la concentration qui va nous permettre de caractériser notre solution de quinine, puis une saturation due à ce qu'on appelle l'effet de filtre interne. Quand on est dans une solution concentrée, les molécules de quinine absorbent et réémettent dans une direction aléatoire le rayonnement en émission des autres molécules. Donc l'intensité lumineuse émise mesurée n'augmente plus avec la concentration. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est utiliser cette courbe afin d'estimer la concentration en quinine de notre tisane. Mais est-ce que c'est vraiment possible, sachant qu'il reste plein de particules de matière organique dans la tisane? Parce que d'une part, elles vont absorber, et d'autre part, on sait que la fluorescence dépend grandement du milieu. Et typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des filtres en nylon, et que la tisane filtrée a une courbe au spectrofluorimètre qui est bien moins bruitée et qui a une allure similaire à la quinine pure. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une quantité connue de quinine pure dans la tisane filtrée. La fluorescence à 450 nanomètres a augmenté d'un écart correspondant à celui attendu pour la quinine ajoutée. Ainsi, on pouvait faire l'approximation que le milieu ne perturbait pas la fluorescence.
et en déduire ainsi la concentration en quinine, dans notre cas 80 ppb. La prochaine étape était de déterminer la quantité de sel limitable par notre infusion. Pour cela, on utilise le quenchage que l'on a déjà vu. On réalise les spectres en émission de fluorescence des solutions de quinine avec différentes quantités de sel. On remarque une diminution de la fluorescence jusqu'à un palier. Les quantités de sel correspondant à ce palier sont les quantités de sel que notre solution de quinine peut inhiber. De plus, en traçant le rapport d'intensité de fluorescence sans quencher sur l'intensité de fluorescence mesurée fonction de la concentration en quencher, on vérifie la loi de Stern-Böllmer. Donc on voit bien qu'on est face à un phénomène de quenching et donc que nos ions chlorure sont bien engagés dans des complexes qui leur permettent d'être inaccessibles aux différents récepteurs sur la langue. Et maintenant, on a tout pour lancer les tests sur des cobayes humains. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a choisi une soupe du commerce dont on a doublé la concentration en sel, nommée préparation A. Ensuite, on a repris la préparation A à laquelle on a ajouté la quantité d'infusion de quinine correspondant à nos calculs pour masquer le doublement de la quantité de sel. C'est la préparation B. Et ensuite, on a demandé à 14 gentils volontaires de dire pour eux quelle était la soupe la moins salée. Alors, pas de panique, rassurez-vous, on a tout préparé au foyer et la quantité de quinine ingérée est inoffensive. Sur 14 personnes, 10 ont estimé que la préparation la moins salée était celle qui contenait de la quinine. Alors est-ce qu'on peut conclure? Si la quinine n'a pas d'effet, alors la variable aléatoire qui compte le nombre de succès choisis à la quinine doit suivre une loi binomiale. On utilise alors un test du Qui2 à 1 degré de liberté pour voir le risque d'erreur de rejeter cette hypothèse. On fait les calculs et on obtient une probabilité d'erreur de 10%. Ce n'est pas assez significatif et on ne peut pas conclure, ce qui nous amène du coup aux améliorations et perspectives. Un premier problème de notre projet est que le test gustatif que nous avons effectué était sur un échantillon limité. De plus, le modèle statistique utilisé pour évaluer la pertinence des réponses était assez simple. Il faudrait avoir un échantillon plus élevé et aussi s'inspirer des tests gustatifs mis en œuvre dans l'agroalimentaire, un domaine habitué à ce genre de pratique avec des modèles statistiques plus pertinents que les nôtres. Il faut également préciser que la quinine peut avoir quelques effets secondaires, surtout à trop haute dose. Donc son utilisation comme anticelle au quotidien est à proscrire et il faudra chercher une autre molécule si on souhaite commercialiser un anticelle. Merci pour votre attention. On espère que notre travail vous a intéressé car nous avons beaucoup aimé travailler sur ce sujet un peu différent compte tenu de la contrainte majoritaire de trouver un anticelle qui soit comestible. Voici les articles que nous avons utilisés et la source des images qui ne nous appartiennent pas que nous avons prises pour cet exposé.